Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse consacrée cette semaine à la bancarisation. Le dossier du jour, coût de la bancarisation pour les populations africaines. Et au sommaire également de cette émission, démission du gouvernement malgache et retour sur l'enlèvement des 200 jeunes filles au Nigeria il y a 9 mois par le groupe terroriste Boko Haram. Dans la partie économique, focus sur les liaisons aériennes transcontinentales, véritable facteur de croissance économique. Nous évoquerons également les coûts de la décentralisation au Sénégal. Et avec nous, pour en parler, notre invité, le journaliste indépendant Malik Acher. Bienvenue. Merci de votre invitation. Et notre éditorialiste Jean-François Akanji-Kombi. Bonsoir et merci aux uns aux autres de nous recevoir chez eux. Et Jean-Marie Bitoumo va pas tarder à nous rejoindre. Et tout de suite, c'est l'info du genre. À Madagascar, 9 mois après sa formation, le cabinet de Roger Kolo démissionne. La présidence n'a donné aucune explication à cette démission qui a été acceptée immédiatement par le président Heri Radzaona Rimampianine. Son arrivée en avril 2014 avait pourtant marqué un retour à l'ordre constitutionnel après 5 années de crise politique. Le point tout de suite avec ce sujet de Diarra Ndiaye. Madagascar de nouveau sans équipe gouvernementale. Le gouvernement dirigé par Roger Kolo depuis avril 2014 a démissionné en bloc ce lundi 12 janvier. Une décision largement anticipée par la presse locale ainsi que certains analystes. Le Premier ministre Kolo Roger a remis hier sa démission et celle de son gouvernement au président de la République qui l'a acceptée. Cette nouvelle a été déjà attendue depuis quelques jours, en fait, car depuis fin décembre, on a senti un changement complet de stratégie de la part de Heri Radzaona Rimampianine. Si on analyse bien ces deux derniers discours, à savoir celui de fin d'année et celui de la présentation des vœux, le président de la République a considéré cette année écoulée comme une année de préparation et de mise en place des réformes. On passe donc à l'étape suivante qui consiste à passer à l'action concrète sur tous les fronts. Et pour cela, il était prévisible que les hauts responsables de l'État, notamment donc au niveau du gouvernement, renforcés. Hasard du calendrier, ce jour se tient la deuxième session du sommet des anciens présidents, avec l'actuel, bien entendu, et il sera certainement discuté de la prochaine orientation qui sera prise dans le programme sociopolitique et économique de Heri Radzaona Rimampianine. Toujours est-il qu'en parallèle de tout ça, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale commence également ce jour et aura obligatoirement à traiter de la désignation du futur Premier ministre, car cela fait partie de son rôle. Les défis de la Grande Île sont nombreux. Les délestages de plus en plus fréquents ont engendré des manifestations tuant 2 personnes en décembre 2014 à Tamatave, dans l'est du pays. S'ajoutent à cela les défis sécuritaires, des trafics en tout genre, le redressement de l'économie ainsi que la réconciliation nationale toujours en cours. Le président Heri Radzaona Rimampianine, qui n'a pas de majorité parlementaire, va maintenant devoir former un gouvernement à même d'y faire face. On sait qu'une dizaine de noms a été proposée par les divers groupes politiques. Et rappelons-le que le futur Premier ministre sera proposé par le parti majoritaire à l'Assemblée nationale ou par le groupe de partis majoritaires, position qui reste encore ambiguë jusqu'à aujourd'hui, car ma part de André Rajoelina et la plateforme pour la majorité présidentielle, donc qui soutient le président de la République, se disputent cette légitimité. L'équipe sortante assure la gestion des affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement. La loi ne mentionne, cela dit, aucun délai. Suite à l'élection présidentielle de 2014, il avait fallu attendre 3 mois avant la nomination de l'équipe gouvernementale. Et notre éditorialiste Jean-Marie Bitoumo nous a rejoint. Jean-Marie, bienvenue. Merci Amira, bonne soirée. Alors vous allez donc, bien évidemment, vous allez donc amorcer ce débat. Jean-Marie, on parle de démission, une démission tout de même vraiment appuyée par la présidence. Vous savez, l'environnement politique à Madagascar est assez compliqué. Bon, les choses ont du mal à se stabiliser parce que ça fait depuis un bon bout de temps que la crise dure. Bon, là, on a eu un président de la République qui a été élu. On s'était dit à un certain moment que l'environnement politique allait se stabiliser. Mais malheureusement, on repart, si vous voulez, dans les travers dans lesquels la scène politique malgache se trouvait depuis pas mal d'années. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va en ressortir. Bon, j'espère bien que le président parviendra à nommer un Premier ministre qui permettra de stabiliser cet environnement politique malgache. Jean-François, il était si incompétent que cela, le cabinet dirigé par Roger Kolo ? Je ne crois pas qu'à l'occasion d'une démission comme celle-ci, qui n'est en réalité pas une démission ne se constate pas par voie de décret. Par décret, on décrète et on ordonne. On ne constate pas qu'un gouvernement a décidé de quitter ses fonctions en bloc, en plus. Donc
à mes yeux, il ne s'agit pas d'une démission, il s'agit d'une révocation gentiment maquillée en démission. Mais en tout cas, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Et Jean-Marie, je partage son avis sur ce point. Le contexte politique à Madagascar est un contexte qui est propre à l'instabilité politique. D'ailleurs, le président qui a été élu, qui a rétabli la confiance notamment des bailleurs de fonds internationaux, il ne dispose pas d'une majorité parlementaire, cela a été rappelé, et nous avons là le premier pilier de l'instabilité, et on ne peut pas, de ce point de vue-là, parler de l'incompétence d'un gouvernement. Il s'agit là peut-être d'une sanction politique de ce que ce gouvernement ne correspond plus à un moment donné au consensus politique qui se dessine, si consensus politique il y a. Nous savons qu'il y a eu un processus qui a été engagé grâce aux religieux notamment, entre les différents présidents, le président actuel et les anciens présidents. C'est là aussi un autre facteur qui est un peu différent de la majorité politique et qui, lui aussi, est susceptible de déstabiliser, au moins dans un premier temps. On espère que sur le long terme, cela apportera l'apaisement dans la société en général et dans la société politique de ce pays. Mais je crois que le gouvernement n'avait pas démérité. Un gouvernement qui sort de cette manière-là, dans ce contexte-là, ne peut pas se dire « j'ai démérité ». Il faut se plier après tant d'années de crise, c'est quand même compliqué. Il faut se plier aux contingences politiques. Et puis, c'est ainsi, en politique. Et d'ailleurs, même si la situation n'avait pas été celle-là, c'est une prérogative du président de la République que de nommer le Premier ministre et le gouvernement, et par voie de conséquence, éventuellement de le démettre. Donc, je ne crois pas qu'ils aient été incompétents, mais je crois qu'il va être difficile de construire un nouveau consensus avec un nouveau Premier ministre et un gouvernement. Attendons de voir. Oui, justement, Jean-Marie, on reproche beaucoup à Madagascar son instabilité politique. Cette démission, elle arrive vraiment au mauvais moment. La Grande Île n'avait pas forcément besoin de ça. Madagascar n'avait justement pas besoin de ça, dans la mesure où on sait que les anciens chefs d'État malgaches, ils sont tous à couteau tiré, si vous voulez, sur la scène politique. Il n'y a qu'à voir, depuis l'élection de l'ancien président, on a eu pas mal d'événements qui étaient de nature, justement, à déstabiliser l'environnement politique et la scène politique malgache. Tout simplement, pourquoi? Parce que les anciens présidents n'arrivent pas à s'asseoir et avoir un consensus qui soit un consensus profond sur la scène politique. Chacun veut tirer, si vous voulez, la couverture de son côté. Et on en arrive à des situations dans lesquelles, par exemple, l'ex-président, il est rentré, si vous voulez, de manière clandestine dans son propre pays. D'ailleurs, ça m'a étonné. Je ne comprenais pas trop dans la mesure où c'était... Je ne sais pas s'il y a pas beaucoup de gens qui ont compris, si vous voulez, ça. Mais c'était vraiment... ça dénote, si vous voulez, l'instabilité souterraine qu'on retrouve dans la scène politique, sur la scène politique malgache. Parce que les anciens présidents ne se faisant pas confiance, donc je ne sais pas jusqu'où on va y aller, j'espère bien que le nouveau gouvernement qui arrivera, comment dirais-je, à contenter tout le monde. Parce que je pense que le gouvernement qui a été démissionné là, il n'a pas été démissionné par la volonté unique du président de la République. Déjà, il n'avait pas de majorité. Et secondement, vous avez l'instabilité, si vous voulez, de ses opposants qui sont en face. Je pense que c'est ça qui a beaucoup plus précipité la démission de ce gouvernement-là. Merci Jean-Marie. On va passer à la suite. Les familles des 219 jeunes filles enlevées à Chibok, au Nigeria, sont toujours dans l'angoisse. Le doute persiste et les interrogations se multiplient 9 mois après leur enlèvement. Malgré la promesse du gouvernement de les retrouver, les recherches semblent piétiner. Mais les parents ne perdent pas espoir. Et notre correspondante à Foulaké, Ouninoye, les a rencontrés. Voyez son reportage. À quand la libération des lycéennes de Chibok ? Cette question, la famille Samuel se la pose chaque jour. 9 mois que leurs enfants ont été enlevés et le gouvernement n'a pas encore réussi à les retrouver et à les faire libérer. Sarah Samuel avait 17 ans quand elle a été enlevée. Dans cette famille de 5 enfants, le seul espoir pour les parents, c'est la prière et le jeûne. En tant que mère d'enfant, ça n'a pas été facile. Pas de repos de l'esprit, pas de sommeil. J'ai pleuré, jeûné et prié tout le temps. Elle aime tellement les études. La nuit, elle se réveille pour lire. Elle dit toujours qu'après l'école, elle va poursuivre ses études à l'université. Mais regardez-la maintenant. Au total, 276 adolescentes âgées de 12 à 17 ans ont été kidnappées par des hommes armés et emmenées dans l'épaisse forêt de Sambisa à bord de camions. C'était le 14 avril 2014.
Plusieurs dizaines d'entre elles ont réussi à échapper à leurs ravisseurs dans les heures et les jours qui ont suivi, mais 219 jeunes filles sont toujours portées disparues. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Nigérians qui pensent que les filles de Chibok étaient un instrument politique. Si ces gens peuvent bombarder le bâtiment de l'ONU 2 fois, comment serait-il difficile pour eux d'enlever des jeunes filles dans un domaine à peine sécurisé? C'est choquant. Les événements survenus à l'école publique de Chibok depuis le 14 avril justifieraient la mise en place d'un réseau de sécurité efficace axé sur la prévention. Mais jusqu'à présent, la secte islamiste Boko Haram continue de sévir. 2 attentats ont fait une trentaine de victimes en fin de semaine passée à Borno, au nord-est du Nigeria. Malik, est-ce que la population nigériane, même population internationale, et la famille des victimes, est-ce qu'elles ont du mal à comprendre c'est comment une puissance, première puissance économique du continent, le Nigeria, a du mal à mettre la main sur 200 jeunes filles? On ne parle pas de 10 personnes ou de 20 personnes, 200 jeunes filles, ça ne se cache pas facilement. Oui, effectivement, c'est important. Mais on a l'impression finalement que les autorités nigérianes sont carrément dépourvues face à ce phénomène qui est vraiment un terrorisme de masse. Parce que là, ça touche les civils. Pendant les premières années, Boko Haram a mené des raids contre les casernes, contre les policiers. Et là, ils ont étendu leur action envers les civils. Et effectivement, notamment dans le nord du pays, la situation est catastrophique. On a l'impression finalement que le gouvernement nigérian essaie de contenir comme il peut la menace terroriste, mais il n'y arrive pas et se contente de sécuriser le sud du pays, où il y a les principaux ports et localités avec un poids économique important. Donc effectivement, on a l'impression que au milieu de cela, il y a les victimes de ce terrorisme, qui essaient et qui ne comprennent pas cette situation, effectivement. Alors Jean-François, est-ce qu'aujourd'hui Boko Haram, c'est vraiment la priorité des autorités nigériennes? Parce que quand on voit ce qui se passe, on a du mal à comprendre où est-ce que Goodluck Jonathan veut aller. Alors dans la réalité, Amira, peut-être que certains pourraient dire que la priorité de Goodluck Jonathan, c'est les élections. Boko Haram devrait être la priorité. Mais ces élections, ça passe aussi par cette lutte? Oui, ça passe par cette lutte, mais sur les calculs politiques sont nécessairement compliqués. Nous savons que ce n'est pas seulement pour le Nigeria, d'ailleurs, que Boko Haram devrait être une priorité politique de lutte et de lutte à mort, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons aujourd'hui une organisation qui a grandi, qui a changé de stratégie et qui mène aujourd'hui une stratégie de pure terreur. Auparavant, on pouvait, Boko Haram, de temps en temps, se présenter comme protecteur de certaines populations, comme l'organisation qui venait au secours des déshérités du pays, qui ne profitent pas de la manne économique du pays. Aujourd'hui, il n'est plus question de cela. Et l'enlèvement de ces jeunes filles en est la preuve. L'assassinat à froid de plus de 2000 personnes ces derniers jours en est une autre preuve. Et ce devrait être une priorité absolue pour ce gouvernement, celui du Nigeria, pour Goodluck Jonathan, mais aussi pour les pays alentours. Nous en avons suffisamment parlé ces derniers temps pour ne pas y revenir, mais il est clair que je crois que nos hommes politiques, nos chefs d'État de cette région ne veulent pas prendre la mesure de la menace, de la transformation de la menace qui est transfrontalière. Aujourd'hui, chacun ne peut pas lutter tout seul. Il faut se mettre ensemble. Alors, Jean-Marie, on a vu des soldats nigérians qui avaient refusé de participer à la lutte contre Boko Haram parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, l'armée nigériane n'a pas assez de moyens matériels et humains pour lutter contre ce groupe terroriste. Pourquoi le président n'allouerait pas un budget exceptionnel à cette lutte? Il l'a fait pour Ebola, pourquoi pas pour Boko Haram? Amira, vous savez, lors de la précédente réunion qu'il y avait eu ici, là, à Paris, qui a réuni tous les chefs d'État, lors de cette réunion-là, il avait été convenu que les puissances occidentales, je pense, devaient débloquer $1 milliard pour la lutte contre Boko Haram. Je ne sais pas là où ça en est à ce jour, dans la mesure où les exactions continuent sur le terrain. On ne voit pas, si vous voulez, l'armée pouvoir progresser de manière
de manière substantielle et au contraire, l'armée subit des échecs. Et à chaque fois, je me demande, je ne sais pas moi, quel est le degré de l'armement de l'armée nigérienne pour qu'on se retrouve devant, si vous voulez, une situation aussi catastrophique que celle-ci. C'est pas la pire armée du continent. C'est pas la pire armée du continent et c'est la question qu'on se pose. C'est comme disait, comment dirait Jean-François là tout à l'heure, on se pose la question de savoir quels sont les tenants et les aboutissants, si vous voulez, au sein des frontières, si vous voulez, concernant Boko Haram. Dans la mesure où on sait très très bien qu'il n'y a que le Cameroun. Là, on est en train de parler des jeunes filles qui ont été enlevées. Mais aujourd'hui, là, il y a eu encore une lutte. Il y a des Camerounais qui ont été enlevés à ce jour. Aujourd'hui même, ont été enlevés. Et je ne sais pas si les chefs d'État de la région prennent vraiment conscience de la menace de Boko Haram dans la région. Et j'ai l'impression que cette coopération qui devrait être mise en place, là, est vraiment jetée aux oubliettes. Et on en revient, si vous voulez, toujours à la même chose où chacun veut garder sa souveraineté, alors que ce mal-là risque de tomber sur toute la région et la déstabiliser dans sa totalité. Merci Jean-Marie. On touche à la fin de cette première partie. C'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve pour la deuxième partie de l'Africa News consacrée au coût exorbitant de la bancarisation pour la population africaine. À tout de suite.